Bonjour, bienvenue à cette table ronde organisée par le journal La Tribune. Je suis Olivier Mirguet, journaliste correspondant de La Tribune à Strasbourg dans le Grand Est. Aujourd'hui, nous allons évoquer le financement et la croissance des startups médicales, des startups du secteur de la santé. Nous avons trois start-upers et un intervenant qui a un regard sur l'écosystème du Grand Est. Jean-Yves Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant le fondateur de deux startups et dirigeant de deux startups, Syndiviia et Anagenesis, et vous avez également été le président du cluster BioValley en Alsace entre 2000 et 2014. Vous aurez donc un regard historique sur cette activité, sur ce secteur. Aurore Saintigny, bonjour. Vous avez fondé à Metz la start-up Calinescence. Philippe Bastide, vous êtes cofondateur de Dianosic, bonjour. Et Guillaume Vetter-Genoux, bonjour. Vous êtes le directeur de l'incubateur régional Quest for Health. Alors on commence par une bonne nouvelle. Philippe Bastide, la société Dianosic a annoncé hier une levée de fonds de 4,7 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés que vous avez rencontrées pour lever ces fonds et à quoi ils vont servir ? Merci déjà Olivier pour cette invitation. Oui, effectivement, on vient d'annoncer cette levée, ce tour de financement de quasiment 5 millions d'euros dans un contexte compliqué pour le secteur des medtech et des biotech. Alors, on peut dire qu'on a eu un petit peu de chance aussi parce qu'on a des investisseurs historiques qui nous ont suivis sur ce tour de table. On a des nouveaux entrants comme la Fondation Force, que probablement mes corélégionnaires connaissent bien, qui nous a aussi suivis dans cette aventure, et la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a également participé à ce tour de table. Donc, bon an, mal an, on s'en sort très très bien, à nouveau dans un contexte compliqué. Pour répondre à la deuxième question, à quoi va servir cet argent ? Principalement à finaliser notre étude in vivo pour notre produit ARIS, qui est un traitement qui vise à solutionner les problèmes rencontrés chez les patients qui souffrent de rhinite chronique. Donc on va utiliser cet argent-là pour la partie in vivo, mais aussi pour préparer la clinique de phase 1 qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, le début d'année prochaine, et qui est très consommatrice évidemment de ressources. Quelle a été la date de fondation de la société et quelles ont été les étapes de son développement jusqu'en 2023 ? Alors ça, c'est effectivement un point très important et auquel on est très attaché, que ce soit moi ou Marc-Augustin, le cofondateur, et le professeur Debry également. On a cofondé cette société en juillet 2017, donc on a 5 ans d'existence et on est très très attaché à l'environnement Grand Est pour une raison assez simple, c'est qu'on est à l'origine des Parisiens. Qui ont déménagé sur la région Grand Est parce qu'on a été assez vite convaincus de la qualité de cet écosystème, pour reprendre un terme assez régulièrement utilisé. Guillaume fait partie des partenaires avec lesquels, dès le début, on a pu constater qu'il y avait vraiment une volonté d'accompagnement, une qualité d'accompagnement très très impressionnante. BioValley également, la SAT Connectus, l'Eurométropole, la région, enfin voilà, la BPI ici en région, les acteurs du Grand Est et de la région strasbourgeoise, du périmètre strasbourgeois en particulier, sont vraiment à l'écoute des besoins des startups et ça nous a décidé à déménager la société qui était immatriculée au démarrage à Paris, à Strasbourg. Vous êtes donc venu rejoindre l'incubateur alsacien ? C'est ça. On a été incubé assez rapidement en 2018, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume, par Semia, suite à ce déménagement. Et puis depuis lors, on n'a pas cessé de croître et de développer des partenariats qui se sont avérés extrêmement fructueux. Alors assis à votre gauche, on a bonjour Guillaume, vous êtes le directeur de l'incubateur dont Philippe parle. Quelle est l'actualité de cet incubateur et est-ce que cet incubateur apporte des solutions ? C'est ma deuxième question. Est-ce qu'il apporte des solutions aux entreprises en recherche de financement ? Oui. Alors je vais répondre à la première question, peut-être présenter aussi en fait Quest for Health. Donc c'est un incubateur qui a été inauguré en décembre dernier et qui accompagne en fait des startups sur la région Grand Est, sur 5 différents sites. Semia sur Strasbourg, où est incubé actuellement en fait Philippe. Syndiviia à l'époque et Anagenesis en fait, puisqu'ils sont alumni maintenant, ont été accompagnés à Semia à Strasbourg. Il y a un autre site qui est à The Pool à Metz, où est accompagné au jour d'aujourd'hui Aurore. Et puis il y a aussi un site à Reims, Charleville-Mézières ou encore à Épinal.
Grosso modo, on parle de 260 startups qui sont actuellement incubées en fait, sur la région Grand Est. 70 startups sont incubées au jour d'aujourd'hui dans le domaine de la santé sur ces 5 territoires-là. On parle bien sûr en fait, de plusieurs types, en fait, typologies en fait, de startups. On a des biotech, comme celle en fait, et MedTech aussi, hein, c'est vrai, puisque tu as un produit en fait MedTech, comme celle de Diagnostic, MedTech comme toi en fait, Aurore, et Biotech vraiment pure en fait, comme ce que Jean-Yves Bonnefoy a cofondé en fait ces derniers temps. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'on est généraliste, hein, puisqu'on a aussi en fait de la partie santé digitale qui est incubée en fait chez nous. On a aussi en fait une grande particularité, c'est que 30% de nos startups ne viennent pas de la région Grand Est, comme tu viens de l'évoquer, elles viennent de Paris. On en a aussi en fait qui viennent des États-Unis, de Palo Alto, de Stanford ou encore de Harvard Medical School et j'en passe, d'Israël ou d'autres pays, hein, qui peuvent être la Suisse, qui peuvent être aussi Taïwan, qui peuvent être aussi en fait l'Allemagne. Et on a une particularité forte chez nous, c'est que ce sont des entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs et que dans le domaine du financement, comme tu l'as dit précédemment, eh bien, on a une certaine tension, hein, qui est très palpable en fait, depuis la fin 2021, où l'ensemble des investisseurs ont malheureusement en fait, et ça c'est lié en fait à la géopolitique et puis bien sûr à la crise Covid, hein, qui est d'actualité, ils ont levé le crayon et pour autant on a souhaité ne pas être observateur mais plutôt acteur. Alors comment est-ce qu'on a répondu à tout cela? On a créé en fait avec Uicid, qui est la première plateforme de crowdfunding de France, le 8 Club Santé. De quoi on parle? On parle en fait d'un club deal, c'est-à-dire en fait plutôt que d'investir sur une startup, on va investir en simultané sur 5 startups, ce qui va limiter vraiment en fait le risque de l'investissement. Il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à toute personne physique. Hein. Il y a des défiscalisations fiscales à hauteur de 18 ou 25%. Et on est capable en fait de rentrer avec des tickets de 1 000 €. Donc concrètement, ce qui s'est passé, en 2 années, on a pu lever comme cela 2,2 millions d'euros. Il y a un des bénéficiaires qui est juste sur ma droite et qui a pu en fait voilà, avoir un certain nombre en fait, de kilos euros. Hein. Tu as fait 2 saisons en fait, avec nous, et ce qui a permis en fait, de consolider en fait, ta levée de fonds au jour d'aujourd'hui. Dans ce financement, on a d'autres actions, c'est aussi la mise en relation avec des investisseurs. Et pour avoir cette mise en relation, il faut une confiance. Et pour avoir cette confiance, il faut proposer un maximum en fait, de projets en fait, de qualité, de haute qualité, et aussi en quantité. Donc pour ce faire, on a 2 axes. On a le premier axe où on a 70 startups, ce qui fait de nous le premier acteur de l'accompagnement en France, hein, dans le domaine de la santé. Ça nous permet déjà d'attirer ces investisseurs qui sont trop cantonnés, on va le dire, dans les capitales. Hein. On sait que l'année dernière, il y a 1,3 milliard en fait, d'euros qui ont été élevés et que 80% finalement ont été réservés du côté de Paris. Et donc, de ce fait, en présentant 70 startups de qualité, ça va les attirer, ça va attirer leur regard. Et on allait encore plus loin que ça. On a fait des partenariats avec nos amis et cousins en fait, allemands, donc Heidelberg, Mannheim, Tübingen ou encore Baden-Baden et Fribourg, et toute la région de Bâle, pour proposer à peu près une centaine de startups et encore plus les attirer. Donc ça fait à peu près 3 années en fait, qu'on fait les Trinational Tech Days, où un certain nombre d'acteurs autour de la table ont participé. On fait beaucoup de rendez-vous, on a surtout beaucoup de résultats, on a un certain nombre de closings, c'est-à-dire en fait, lorsqu'on lève vraiment des fonds qui sont issus en fait, finalement des rencontres qu'on a initiées lors du Trinational Tech Days, mais aussi en fait, la possibilité de rencontrer en fait, ce qu'on appelle les corporate managers, et qui permettent aussi de signer, en fait, et ça c'est aussi au-delà du financement, c'est aussi quelque chose qui permet aussi de faire rentrer en fait, du chiffre d'affaires, hein, c'est des partenariats en fait, stratégiques. Jean-Yves, vous avez présidé la BioValley, le cluster régional jusqu'en 2014. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis 9 ans au niveau du financement des entreprises? Je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas sûr que ça soit amélioré, je crois que c'est de plus en plus compliqué. Je crois qu'on a déplacé le curseur sur la droite. Je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, il était très difficile de trouver les premiers financements pour démarrer un projet, démarrer une start-up. Maintenant, et depuis ces dernières années, c'est beaucoup plus facile. Le problème, c'est qu'en fonction du secteur dans lequel vous évoluez, vous allez consommer extrêmement rapidement ce que vous avez levé. Et malheureusement, vous n'allez pas atteindre un point d'inflexion suffisant pour intéresser des nouveaux investisseurs. Donc, vous commencez à développer votre technologie et ou votre produit, vous entourez d'une équipe, parce qu'il faut quand même encore, pour l'instant, il faut encore des gens. Ça va peut-être changer, mais c'est bien, il faut encore quand même des gens. Et ces gens, ça coûte de l'argent.
Et puis au bout d'un moment, vous avez on va dire un fixed cost, des dépenses récurrentes et non modulables qui sont dues essentiellement à la masse salariale et au coût de cette masse salariale, surtout dans un pays comme la France, qui font que très rapidement vous avez besoin de beaucoup plus d'argent. Alors plus vous êtes sur le développement de médicaments, plus vous avez besoin de cash. Et c'est là que ça se complique parce qu'il faut trouver beaucoup d'argent pour entrer en clinique, puisque c'est là véritablement où vous changez de catégorie, où vous êtes identifié par des gros investisseurs. Et pour aller en clinique, il faut trouver des sommes qui vont de 10 à 20 millions d'euros, le tour. Et là, c'est très compliqué. Est-ce que la présence industrielle de Big Pharma sur un territoire peut vous aider dans ce sens-là? Alors, on a pensé longtemps que c'était un atout d'être à proximité des grosses pharma. Je pense que ça, c'était le monde d'avant. C'est celui que j'ai connu quand j'ai débuté. Maintenant, que ce soit une pharma qui soit à Cambridge, Boston, Kendall Square ou basée à Bâle ou basée à Barcelone, ça ne change rien. Il n'y a pas besoin qu'elle soit à Illkirch si vous êtes start-up alsacienne. Tout le monde fait son marché au niveau global et donc ça n'a plus lieu d'être en fait, plus du tout. Alors, il n'en reste pas moins que les gros industriels français ont un rôle très important à jouer dans l'écosystème des start-up. Parce que ce seront demain des futurs potentiels moyens ou gros industriels, ces fameux startups, et il faut qu'ils les accompagnent, il faut qu'ils les aident. C'est rarement le cas. C'est vrai que la plupart des gros partenariats se font plutôt avec des étrangers qu'avec des Français, dans le domaine de la santé et des startups en particulier. Aurore, vous avez basé votre société, vous avez établi votre société Calinescence à Metz. Est-ce que l'écosystème de Metz était favorable à la création d'une start-up telle que la vôtre? Alors tout à fait, et moi je rejoins aussi ce qu'ont dit mes collègues chefs d'entreprise. J'ai été accompagnée par l'incubateur du Grand Est parce que aussi il y avait des compétences sur le territoire pour pouvoir le faire. Et donc l'implantation aussi sur Metz et sur le territoire, puisque nous avons tout conçu et nous produisons tout en local, puisqu'on fait tout dans un rayon de 200 km, était aussi un marqueur fort et quelque chose d'important en fait, dans la constitution en fait, de notre projet. Il est clair que je rejoins aussi ce qui a été dit vis-à-vis des partenaires ou des investisseurs Big Pharma qui sont maintenant certainement en dehors de cet écosystème plus local. Par contre, ce qui est important de savoir, de reconnaître et d'avancer, c'est qu'il y a des compétences, en tout cas sur le Grand Est, qui permettent justement d'aller vers de l'innovation et de l'innovation medtech. Quel est l'objet de la société Calinescence? Alors notre activité nous a amené donc à développer un dispositif qui s'appelle Calinange, qui est un dispositif de soutien multisensoriel pour les plus vulnérables. Alors initialement, nous avons développé une solution pour les bébés hospitalisés, pour leur permettre de ressentir leurs parents à travers de la voix, de l'odeur, des battements de cœur, dans une luminosité toute douce, en fait pour leur donner l'empreinte sensorielle et les rassurer dans des moments où ils ne peuvent pas être pris dans les bras. Et puis maintenant, nous accompagnons aussi des plus grands, d'autres bébés également, puisque nous accompagnons aussi des bébés qui sont séparés de leurs parents pour des raisons d'engagement aussi. Je pense particulièrement aux militaires qui partent en mission et on leur permet d'être malgré tout présents à la naissance de leur enfant, même s'ils ne sont pas là physiquement. Est-ce que vous avez mené des essais cliniques sur ce produit et est-ce que vous avez rencontré des difficultés d'homologation sur le marché? Alors, pas de difficulté d'homologation parce qu'on a aussi été extrêmement bien accompagnés par les structures locales qui nous encadraient, notamment au niveau des incubateurs. Donc, ce sont vraiment des guides, on va dire, qu'il faut suivre pour justement éviter certains écueils. Et puis, nous sommes en cours d'évaluation clinique, effectivement, actuellement, avec des partenaires hospitaliers, avec une perturbation liée au Covid vis-à-vis du démarrage des études, puisque toutes les choses avaient été suspendues et orientées uniquement sur les recherches cliniques Covid pendant 2 années. Philippe, votre société Diagnostic a la double expérience de la certification aux États-Unis avec la FDA et en France, en Europe. Quel est le marché le plus difficile à atteindre ? Alors l'expérience qu'on a est une expérience modeste avec notre dispositif médical, qui est un dispositif de classe 2A qui est marqué CE effectivement en Europe et qui est enregistré auprès de la FDA
J'ai envie d'évoquer le sujet d'un point de vue peut-être plus général. Pendant très longtemps, on a considéré que les États-Unis étaient un marché plus compliqué en termes d'accès que le marché européen. Ça s'est inversé parce que le marché américain et les autorités en particulier ont pris conscience qu'il y avait un besoin d'attractivité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est factuel, c'est qu'il y a beaucoup de startups en France qui ont tendance à aller chercher des approbations directement aux États-Unis et moins en Europe pour démarrer. On peut le déplorer. Personnellement, je le déplore. En tout cas, pour la partie purement medtech, c'est une réalité. Le nouveau règlement nous a pas aidé, loin de là. Donc, nous concernant, savoir qu'on a un produit, en l'occurrence ce produit dans la rhinite et dans la sinusite, Harris, qui est considéré comme un médicament et donc évalué comme tel, qui passe par les agences réglementaires médicaments, c'est plutôt un soulagement compte tenu de ce qu'on observe excusez-moi, en ce moment sur les dispositifs médicaux. Guillaume, au niveau de cet accompagnement réglementaire, est-ce que l'incubateur apporte une aide collective à tous vos incubés ? Alors sur la partie réglementaire, on a des notions en fait de la roadmap, de la feuille de route en fait générale, mais très rapidement on va les adresser sur 2 ou 3 experts en fait du secteur qu'on connaît bien en fait, qui ont été labellisés par l'ensemble en fait de nos startups et que l'on suit en fait d'ailleurs en fait lors de la prestation et qui leur permet justement d'établir cette feuille de route, qu'elle soit européenne ou encore aux États-Unis. Et ça, c'est très important quand même, parce qu'on est quand même derrière, déjà parce que c'est un coût, déjà, et puis d'autre part, savoir si effectivement la feuille de route est suffisamment bien calibrée, suffisamment bien précise pour aller jusqu'au succès, quoi. C'est un coût, un obstacle et un écueil récurrent pour les entreprises. Tout à fait, encore plus, mais là, je risque de vous lancer assez rapidement dans la discussion. On s'est rendu compte, donc, avec le nouveau règlement en fait, européen, qu'on avait des décalages justement de la feuille de route qui pouvaient accuser 18 jusqu'à 24 mois. Et qui plus est, on était malheureusement forcé de constater que les devis avaient augmenté de 4 à 6 fois. Je parle sous votre contrôle, bien évidemment, puisqu'on a tous vu en fait, les devis sur nos tables, et puis on a aussi vu en fait, que la certification était compliquée. Et là, je vais revenir au financement, parce que ça, ce n'était pas forcément anticipé au niveau en fait, des investisseurs, ni au niveau de la feuille de route générale, et on ne peut pas la raccourcir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du financement? On a dû trouver en fait, des solutions qu'on appelle des bridges, c'est-à-dire que malheureusement, on n'avait pas assez d'argent, comme l'avait dit Jean-François avant, il y a des coûts fixes, et puis aussi il faut continuer à la R&D, il faut continuer à aller sur le marché, et on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de bridges, et notamment avec le produit 8 Club Santé, que je ne vais peut-être pas mettre en avant sans cesse, c'était une des réponses justement pour faire ce petit lien jusqu'à cette certification-là. Parce que je le rappelle, cette certification-là, elle est importante, sans celle-là, on n'est pas capable en fait de vendre le produit du tout. Donc ça, c'est important. Donc la feuille de route a été revue vraiment à la hausse, quoi. Et quel est le coût moyen de ce bridge, si on peut établir un coût moyen, bien sûr, entre les différents secteurs? Alors nous, les bridges qu'on fait, mais là, je pense qu'en fait, ça dépend aussi en fait, du medical device, du dispositif médical dont on parle, de sa classification. Grosso modo, et ça, Philippe, peut-être que tu peux en parler, grosso modo, dans les grandes miles pour ton classe, pour la classe 2A, ou tu peux aussi en parler de ton côté, grosso modo, moi, ce que j'ai pu voir en fait sur les bridges qu'on a dû faire, on était obligé en fait de faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des effets de levier en fait de la BPI France qui sont capables de doubler voire tripler aussi en fait finalement le financement. On était obligé de faire des bridges à 200-250 kg €, ce qui nous menait à 500 kg € lorsqu'on va adresser le marché américain et encore le marché européen, quoi. Mais peut-être que tu peux apporter, Philippe et Aurore, en fait, plus d'éléments parce que, bien évidemment, je veux dire, le devis et puis le temps, en fait, pour obtenir, en fait, ce certificat-là, dépend totalement, en fait, finalement, du medical device ou du dispositif médical, quoi. Quel a été son coût pour Diagnostic? On n'est pas sur ces ordres de grandeur. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est une inflation. Ça c'est vrai. Je confirme les propos de Guillaume. On est plutôt sur du x3 nous concernant, mais je dirais qu'au-delà de l'inflation, ce qui est vraiment problématique, c'est le manque de lisibilité. Donc il n'y a rien de prédictible dans les échanges avec les organismes notifiés, et puis l'allongement des délais. Et on sait que le temps pour une start-up, c'est de l'argent. Donc il y a l'aspect argent brut, effectivement, mais il y a aussi l'aspect argent intangible lié au temps, et ça, je dirais que c'est presque plus important.
Jean-Yves, vous êtes proche des milieux universitaires puisque vous avez été au comité d'engagement de la société d'accélération, Connectus, dans le Grand Est. Est-ce que les chercheurs universitaires qui pensent à créer une start-up sont conscients de ces difficultés? J'espère que ceux qui y pensent ne sont pas trop conscients, parce qu'autrement ils ne le feraient pas. Et c'est la bonne nouvelle, parce qu'autrement on aurait de moins en moins de chercheurs qui franchiraient le pas. Donc, bon, ça commence à se savoir quand même que c'est quand même un métier difficile, qui, comme je le disais précédemment, ça ne s'arrange pas. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut se décourager. C'est-à-dire que si on croit à son projet, il n'y a aucune raison de ne pas le pousser et puis de se battre pour le faire réussir. Mais c'est compliqué, c'est sûr. Mais on en discutait juste avant de commencer cette table ronde entre nous. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a une génération devant nous qui a une aversion au risque, quelque part. Ce que les investisseurs ont de moins en moins, c'est les jeunes qui se sont attribués cette capacité à prendre des risques, prendre des initiatives. Ils ont, je pense, l'effet Covid n'a fait que renforcer ce sentiment que une vie professionnelle, ça se construit peut-être maintenant sur des nouvelles bases, et pas forcément les mêmes bases que nous, on a reçues quand on était plus jeunes. Et du coup, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui se lancent dans l'aventure start-up, et mon fils a fait ça, par exemple. Voilà. Il a commencé, après l'école, une grande école, il a commencé dans un grand groupe, parcours classique, entre guillemets. Et puis, au bout de 3 ans, il a dit non, c'est pas ce que je vais faire de ma vie. Et donc, il a décidé de créer sa start-up. Vous étiez aussi dans un grand groupe avant de créer votre start-up? Absolument. Mais moi, j'y suis resté longtemps dans les grands groupes, oui. Vous étiez chez Transgène, c'est exact? Transgène, oui, mais j'ai été chez GSK pendant 9 ans, chez Schering-Plough pendant 4 ans, chez Pierre Fabre pendant 5 ans. Donc je suis allé dans des groupes où on se pose moins de questions sur est-ce que j'aurai encore non seulement de l'argent pour payer une équipe, et est-ce que je serai moi-même payé. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette prise de risque? Ce qui m'a motivé, c'est le challenge, c'est de se dire est-ce qu'on est capable de se lancer et d'imaginer un projet et le porter, pas tout seul, mais le porter avec une équipe qu'on construit autour de soi. Quand on rentre dans un grand groupe, vous rentrez, vous prenez un TGV ou c'est pas un TGV d'ailleurs. Vous prenez plutôt un train de marchandises qui est déjà en route et vous sautez dedans. Donc la probabilité que le train de marchandises déraille, il est relativement faible, heureusement, mais ça va pas très vite. Aurore, vous n'êtes pas dans la Micheline. Oui, Aurore, même question sur votre motivation. Vous étiez salarié d'un grand groupe dans l'industrie automobile, vous étiez chez PSA. Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir le pas et créer votre start-up? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont motivée. Déjà, en fait, nous, on voulait aussi essayer d'améliorer une situation sur laquelle il y avait un vrai manque. Et comme j'avais eu des marques d'intérêt très fortes de la part des hôpitaux de Paris, à un moment donné, on se dit, on y va. Alors, je rejoins ce qui a été dit. À un moment donné, il ne faut pas trop non plus réfléchir, parce que sinon, on n'y va pas. Il faut y aller et se lancer et aller le plus possible vers ce qu'on veut faire, c'est-à-dire concevoir cette innovation et la mettre à disposition. Et garder bien cet objectif et cette motivation, en tout cas, en tête. Et puis, j'avais une deuxième ambition, c'était aussi de pouvoir savoir si on savait créer de la valeur en local avec les compétences qu'on avait sur le territoire. Je suis profondément attachée à l'industrie en France. Voilà, c'est aussi mon historique de travail dans l'automobile. Je sais tout le savoir et toutes les compétences qu'on a et sur lesquelles il faut qu'on arrive à préserver les choses aussi pour les générations qui arrivent. Et ils sont très créatifs. Mais il faut aussi que nous, je pense que c'est aussi notre charge, de montrer, de savoir qu'ils peuvent faire les choses justement aussi sur le territoire et oser. Donc c'est très plaisant d'entendre que ton fils s'est lancé aussi dans une start-up parce qu'effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui maintenant sont dans cet état d'esprit de se dire « Allez, on y va, on ose, on fait quelque chose ». Et c'est aussi à nous de montrer un petit peu la voie, même si après plusieurs années dans un grand groupe, on peut se dire que c'est un peu fou comme pari.
c'est pas grave, il faut avancer. On a plusieurs carrières dans une carrière. On a plusieurs vies professionnelles qui se succèdent. On est moins linéaire que la génération précédente. Guillaume, est-ce qu'il y a une dimension formation, un partenariat avec l'université au sein du cluster? Oui, en fait. Au sein de l'incubateur, pardon? Oui, alors on parlait du triptyque, hein, il y a le financement, il y a l'immobilier qu'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui. Hein, c'est aussi en fait un des points de souffrance, on va dire, pour nos startups, c'est trouver un logement. Et puis aussi, lorsqu'on est dans les biotech ou les medtech, il faut quand même un certain nombre aussi, en fait, on va dire, d'appareils et d'aménagements en fait, qui sont très spécifiques. Et le troisième élément en fait, de ce triptyque, bien évidemment, c'est la guerre des talents. Mais il faut aussi former en fait, ces talents-là pour qu'ils puissent en fait, s'adapter au monde de la start-up, hein, qui est un monde un petit peu différent des grands groupes. On est un petit peu plus sur le couteau suisse. C'est-à-dire qu'on est capable de manager des équipes, on est capable de manager un plan de financement aussi, et puis de manager aussi en fait, un plan de R&D. Et puis d'avoir ces composantes, on vient d'en parler, en fait, réglementaires, hein, qui sont tout autour, alors que dans les grands groupes, c'est plutôt déjà en fait, par business unit, hein, je parle sous ton contrôle aussi, en fait, Philippe. Donc ce tout-là, on a décidé avec la SAT Connectus, avec l'ensemble des réseaux d'incubateurs, donc Quest for Change, et aussi l'université en fait, de Strasbourg, de créer une formation en fait, qui est dédiée à l'entrepreneuriat en deep tech, avec une forte composante en santé. On a une première promotion d'environ 13 étudiants cette année, qui a été certifiante. L'année prochaine, ce sera un diplôme universitaire et en 2024, en fait, à la rentrée 2024, on parlera en fait là d'un master. Donc on transforme des médecins, des pharmaciens, des chimistes en entrepreneurs? Alors déjà, en fait, ce seront des étudiants donc en postdoc qui peuvent être effectivement des médecins, qui peuvent être aussi des chimistes, mais aussi des entrepreneurs qui sont issus des grands groupes et qui ont pas forcément tous les mêmes outils ou la même philosophie ou le même mindset en fait du start-upper. Et qui permettront en fait d'avoir accès en fait à un certain nombre d'outils en fait, parce qu'on se veut très opérationnel, hein, d'outils en fait qui seront nécessaires justement à pouvoir en fait très rapidement être opérationnel dans une startup, parce que comme vient de le dire en fait Jean-Yves, il faut être opérationnel très très rapidement, hein, parce que le temps c'est de l'argent aussi. Voilà. Et il faut avoir des qualités de manager. Aurore, où est-ce que vous avez développé et certifié vos qualités de manager? Alors, je ne sais pas si elles sont qualifiées, si on peut dire ça, il faudra demander aux personnes qui travaillent avec moi. Par contre, il est certain qu'après 20 ans dans l'automobile, j'ai été amenée à piloter des équipes de manière hiérarchique ou transversale. Et forcément, à ce moment-là, vous intégrez, on va dire, des compétences humaines, parce que finalement, tout tourne autour de l'humain, hein. On n'est pas sur des ressources, on est vraiment sur des humains en face. Et l'idée, c'était d'embarquer aussi un peu tout le monde, en tout cas pour notre activité avec Calinescence, dans des partenariats où en fait les personnes partenaires ont des valeurs qui sont similaires à ce qu'on voulait porter et apporter, et travaillant aussi beaucoup en mode ce que j'appelle projet, c'est-à-dire en fait avec une cible. Donc, là, la conception, après la production, la fabrication, le développement commercial, etc. Donc en ayant toujours, en fait, de manière partagée dans une équipe, une même cible, pour que ce soit quelque chose qui fédère et qui permette justement d'avoir un petit peu cette émulation un peu globale, humaine, vers des objectifs communs. Jean-Yves, quelles sont les qualités nécessaires d'un manager de start-up médicale ou santé numérique? Pour reprendre l'image du couteau suisse, je crois que c'est peut-être une bonne image. J'ai travaillé 9 ans en Suisse, donc ça m'a laissé des souvenirs. Je crois qu'il y a un côté inné. Alors je suis immunologiste de formation, donc vous savez qu'il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Innée, c'est ce qui vous est transmis, et c'est ce qui est en fait ce qui vous permet de lutter spontanément contre des virus, des bactéries, et d'être la plupart du temps, heureusement, pas malade. Puis il y a l'immunité adaptative, c'est se défendre contre une agression qui est un peu plus violente que d'habitude. Et ben, le management, c'est un peu ça, je crois. Je crois qu'il y a des gens qui ont une fibre managériale. Ça se sent tout de suite. On voit des individus. J'ai eu des cas dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de plaisir et chance de recruter plus de 150 personnes dans ma carrière. Et on sent dans un interview si quelqu'un a déjà un début de fibre managériale,
Et après, on peut l'aider avec des outils supplémentaires, de la pratique, de l'expérience, de la formation et tout ce qu'on veut. Mais de la même manière, vous sentez aussi assez rapidement que certaines personnes ne l'ont pas, cette fibre managériale. Et alors là, il vaut mieux leur dire, et le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils pensent qu'ils l'ont, cette fibre. Parce que là, pour le coup, quand vous arrivez dans une petite structure où chaque individu compte, où il n'y a pas la place à l'absence d'esprit de corps, d'esprit d'équipe, objectifs partagés, communs, etc., c'est la mort de la start-up. Donc la dimension humaine, elle est au moins aussi importante, si ce n'est plus, que les autres dimensions qui ont été mentionnées, c'est-à-dire le produit, le projet, le financement, etc. Je pense qu'il y a plus d'une start-up sur deux qui ne fonctionne pas pour des problématiques managériales humaines, parce que la personne n'est pas au bon poste au bon moment, ou il n'y a pas un bon fit entre les personnes, etc. Et ça, c'est un sujet. C'est un jeu, le montage d'une start-up, un jeu entre des considérations scientifiques, financières, managériales. Il faut être multitalent, couteau suisse, comme vous l'avez dit. Vous l'êtes tous les quatre. Je vous remercie pour votre participation à cette émission, cette table ronde. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.